Pour que votre ordinateur marche, il a besoin d'un système d'exploitation. Nos hackers ont refusé que quelques sociétés, dont principalement Microsoft, mettent au point des systèmes d'exploitation d'ordinateurs sans livrer en même temps les codes de fabrication qui permettent d'adapter votre ordinateur à vos besoins. Ils n'ont eu de cesse alors de casser ces codes pour les mettre gratuitement grâce au réseau, au net, à la disposition de tout un chacun. C'est ainsi qu'a débuté cette nouvelle guerre postmoderne entre Bill Gates, patron multimilliardaire de Microsoft, et quelques insolents et impertinents programmeurs qui refusent le système clos dans lequel veut les enfermer le mania de l'informatique. Un petit génie de Finlande a lancé sur le réseau un nouveau système d'exploitation d'ordinateurs et une armée de programmeurs de par le monde a travaillé avec lui pour faire évoluer et aboutir ce système qui concurrence frontalement Microsoft et qu'on appelle Linux. Le MIT, célèbre institut de recherche, se met à embaucher des systèmes hackers, comme Richard Stallman, qui inventera 10 ans plus tard les logiciels libres. Et à l'époque, jusque dans la technique, rien ne verrouille cet esprit d'ouverture. Certains les appellent pirates, d'autres hackers ou corsaires, mais ce sont surtout des curieux. Ils cherchent, testent, bidouillent. Ils se sont formés sur le tas, sur Internet, grâce à des forums spécialisés. Ici, des milliers de pirates du monde entier se retrouvent pour s'échanger des tuyaux sur les failles informatiques qu'ils ont repérées. Les grands médias, quand ils commencent à causer de hacking, effectivement, on se retourne toujours vers le cliché du pirate et non pas en fait du maker, du doué, de la personne qui va fabriquer, qui va détourner des objets, et on perd en fait vraiment l'essence du mot. Un hacker, justement, c'est une personne qui va bidouiller un objet, qui va le transformer, qui va trouver d'autres utilités, un objet ou un concept, et qui va casser en fait certaines barrières pour utiliser un objet ou un concept comme il le souhaite. La France est en train de se couper de toute une fraction importante de la population, d'une extrêmement grande qualité, alors qu'on a coutume d'appeler les hackers. Alors en France, le problème, c'est que le mot hacker est diabolisé. On oublie simplement que ce sont des gens qui privilégient les résultats sur les méthodes et qui sont capables de gagner une connaissance intime d'un système. Ce ne sont pas du tout les acteurs malveillants qu'on veut que l'on décline. Ils font d'ailleurs souvent avec le mot pirate, ce qui veut dire que ces gens-là sont diabolisés, sont complètement écartés du débat, alors qu'ils pourraient contribuer. On le voit dans la communauté des hackers français. On a la chance en France d'avoir une communauté très vive, très innovante. Malheureusement, une bonne partie d'entre elles part aux États-Unis. Il faut quand même savoir que beaucoup de hackers, qu'ils soient junior security hackers ou senior security hackers chez Google, Microsoft, Apple, Oracle, Novell, sont des Français. Et ça, c'est quand même dommage. Quand on regarde par exemple Internet et qu'on regarde le comportement des gens dessus, si on veut faire une analogie, c'est vraiment, on peut faire l'analogie avec l'architecture urbaine. Vous avez les citoyens, les gens normaux qui vont passer par le passage piéton, et vous avez les yamakasi, quoi, ceux qui font le parcours, qui vont passer par la fenêtre. C'est des gens qui, très tôt, on tombe dans cette idée de bidouiller des systèmes. Donc certains ont essayé de donner le terme bidouilleur. Corsaire, je préfère. Voilà, corsaire, mais voilà, cette population-là va avoir un rôle déterminant dans les années qui viennent. La situation aujourd'hui, elle est assez chaotique. Moi, je fais partie de ceux qui croient que dans ce chaos dans lequel on baigne, les hackers vont avoir un rôle à jouer. Un hack, c'est faire quelque chose de la manière la plus directe possible, sans chercher à être élégant ou à utiliser du matériel adéquat. Le hacker utilise son imagination couplée à sa connaissance. Et les seules limites qui s'imposent, c'est celle du message ou des idées qu'il veut faire passer. Le hack peut être politique, le hack peut être une forme alternative de société ou une critique de la société. Il n'est pas forcément illégal ou amoral. Avoir du goût et de la passion pour la technologie, c'est l'envie d'explorer les possibilités d'un appareil, de le comprendre, éventuellement de le bidouiller, de le perfectionner, qu'importe qu'il soit dépassé ou non. Monter, réparer, optimiser une tour PC par exemple, ce n'est pas si compliqué que ça, et peu cher pour peu que l'on reprenne des pièces d'occasion. On réutilise des matériaux déjà existants, et on met sur pied un appareil qu'on aura par la suite la facilité de réparer ou de faire évoluer. On peut demander aux fabricants à allonger la garantie légale de leur appareil, ce qui les forcerait à revoir la conception de leurs produits en termes de durée. On pourrait encore exiger une meilleure réparabilité des objets, avec accès aux manuels techniques et possibilité de démonter ou remonter facilement des pièces, comme les batteries des appareils mobiles par exemple. Certains gouvernements commencent à réagir, notamment en obligeant les fabricants à prolonger les garanties. Mais les consommateurs, eux, n'ont pas attendu et mutualisent leurs compétences pour faire revivre les appareils en panne. Un esprit bricolage cher à nos grands-parents. Il y a sur le net de véritables résistances à l'obsolescence. On y trouve des documents, des tutos pour faire de n'importe quel novice un MacGyver du dimanche.
On y trouve parfois des hackers qui mettent par exemple à disposition des programmes pour débrider certains produits dont la date de fin était préalablement programmée, comme pour l'imprimante Epson. N'omettons pas toutes les autres initiatives existantes, comme les cafés de réparation par exemple, les Fab Labs, où l'obsolescence programmée devient obsolescence reprogrammée. Il existe de plus en plus de lieux en France ou dans le monde qui mettent à disposition des machines numériques au public. Parmi ces lieux, les Fab Labs, ou Fabrication Laboratory, ou Laboratoire de fabrication en français. Pour apprendre, on a plusieurs moyens. On peut se taper des heures de tutos sur le net ou aller dans un Fab Lab. Dans un Fab Lab, on ne fait pas faire, on fait soi-même. Ça veut dire qu'on a accès à toutes les machines. Bien sûr, il faut apprendre à s'en servir avant. Toujours dans le Make, on trouve aussi l'organisation de workshops, qui sont des sessions de travail en groupe autour d'un thème donné. Ces lieux de réparation éphémère gratuits fleurissent un peu partout. Ils se comptent désormais par centaines en Europe. DIY, ce sont les initiales de Do It Yourself. En français, faites-le vous-même. Vous serez alors autonome pour fabriquer votre objet en vous rendant dans le Fab Lab le plus proche de chez vous. Au moins, les gens, ils ont acquis les moyens de se saisir de la question. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et puis, on va avoir une diversité de création, c'est-à-dire une diversité de points de vue, une diversité de manières de faire. Et c'est l'effet qui arrive quand on va voir certaines vidéos sur YouTube ou quand on va voir certaines choses dans les Fab Labs, on se dit « Oh, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec ça ». Toute cette instrumentation qui se développe permet la croissance de compétences d'amateurs que malheureusement la puissance publique n'accompagne pas. La politique des amateurs aujourd'hui est menée par les grands groupes industriels américains. Et évidemment, elle est menée au service de leurs intérêts, qui ne sont pas forcément l'intérêt commun, l'intérêt général. Alors, comme ça, on reprocherait aux pirates de faire de l'innovation par imitation, certes, mais comme 90% des produits sur le marché. Qu'est-ce qui empêche le pirate de modifier légèrement l'objet ou alors de rajouter une fonctionnalité? Et dans ce cas, c'est une copie ou alors c'est un nouveau produit? Le sujet du piratage révèle surtout une incompréhension de la part de certains acteurs, incapables de concevoir qu'on puisse créer des choses en dehors des sphères de la propriété industrielle classique. Il y a des nouveaux comportements, tout le monde a remarqué le rôle de Wikipédia dans la vie quotidienne, qui est fondée sur l'activité d'amateurs qui contribue au développement de cette encyclopédie. La nécessité s'impose aujourd'hui de réinventer une politique industrielle, une politique culturelle liée à cette politique industrielle. Dans ce mouvement, de vieilles industries ont souffert, mais Google, Facebook et Twitter sont devenus les nouvelles entreprises de la troisième révolution industrielle. Cependant, aujourd'hui, nous sommes inquiets parce qu'elles commencent à ressembler à des monopoles mondiaux. S'il nous faut tous compter sur Google pour nos recherches, et nous n'avons pas le choix, alors ces entreprises commencent à ressembler à un bien commun. Il est naïf de croire qu'elles ne seront pas réglementées. Les jeunes ne vont pas simplement accepter passivement qu'une poignée d'entreprises et de pays contrôlent le prochain stade de l'histoire de l'humanité. Ils s'organiseront. L'usage des algorithmes par des grandes puissances informatiques suscite une réaction négative justifiée et qui utilise le concept de gouvernementalité algorithmique pour critiquer ce pouvoir invisible mais exerçant des effets très forts. Il y a un risque qu'on oublie que les algorithmes, quand ils sont dans les mains des usagers, des individus, des groupes sociaux, c'est des choses merveilleuses pour créer aussi. Ça va être un outil qu'on va bricoler, qu'on va fabriquer, dont on va pouvoir agir sur le code soi-même. Et en faisant ça, on élargit son rapport au monde depuis les individus qui vont se connecter un par un. Il existe dans les tréfonds d'Internet un site qui rassemble plus de 47 millions d'articles scientifiques, tous issus de grands éditeurs, Sci-Hub, la plus grande bibliothèque scientifique au monde, et tout cela en accès libre. Mais Sci-Hub, fondé par Alexandra Elbakian, chercheuse kazakh en neurosciences, est un site pirate, car elle contrevient aux droits d'auteur. Pourtant, ce ne sont pas les chercheurs auteurs de ces articles qui ont attaqué Alexandra Elbakian en justice à l'automne 2015. C'est bien Elsevier, le géant de l'édition dont Sci-Hub menace le monopole. L'open source, mais aussi le libre, vont plus loin car le développement de la communauté est basé sur le droit de s'emparer des sources, de la documentation et de proposer sa propre version, sa propre assistance technique, etc. Dès qu'un savoir devient accessible, il ne faut pas attendre bien longtemps pour que des gens s'en emparent et échangent entre eux. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'auto-entretient
Une communauté rend disponible de l'information, ce qui permet à d'autres de s'en emparer, et ces derniers finiront par ajouter de l'information à leur tour. Le mouvement maker prend de plus en plus d'ampleur, c'est un fait indéniable. De plus en plus de gens se mettent à programmer, à modéliser et à fabriquer. Il faut bien l'avouer, les premières imprimantes se contentaient de faire des formes vaguement précises en plastique, s'approchant parfois plus de la bouse que de la pièce exploitable. Il n'empêche que c'est la sphère des hackers et des makers qui ont ressorti la technologie du placard, et à force d'expérimentation, on fait ressortir tous les problèmes possibles et imaginables. On a amélioré l'électronique, les buses, les algorithmes, la qualité du plastique, etc., etc. Une incroyable base de données que certaines industries n'ont eu qu'à se pencher pour ramasser, leur évitant des années de travail. La documentation, Internet en général, a fait apparaître l'amateur, et parmi ces amateurs, des citoyens éclairés. Ces derniers s'emparent et cherchent à comprendre les tenants et les aboutissants d'un sujet. Nous, makers, nous aimons fabriquer des trucs, et nous aimons les partager avec d'autres. Et si nous partageons tous, on pourra fabriquer encore plus de trucs. C'est comme ça qu'on fait la révolution. Bref, laissez tomber les pirates. Moi j'appelle ça de l'autodéfense citoyenne, de la créativité et de l'innovation par l'usager. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'un consommateur peut devenir autre chose qu'un consommateur, vous avez Internet de retard.